Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tin tin. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés dans la chambre, in the bedroom. Chambre dans laquelle finissent toutes mes plantes. Là, il y a ma zébrina, il y a ma monstera ici, j'ai mon petit palmier qui est là. Parce que ce sont les plantes que Prosper adore manger, adore déterrer, et c'est aussi les plantes les plus toxiques pour les chats. Donc en fait, tout est dans la chambre, et comme il n'a pas le droit d'aller dans ma chambre normalement, j'ai mis toutes les plantes ici. Si je filme dans ma chambre aujourd'hui, c'est parce que l'hiver s'en vient, enfin non pas l'hiver, l'automne, et qu'il fait froid dans mon salon parce que l'après-midi, j'ai le soleil du côté de ma chambre et pas du côté du salon. Donc du coup, je filme dans la chambre juste pour être un peu plus au chaud, car l'abondance, c'est terminé, messieurs, dames, l'abondance, c'est fini, il faut faire des économies d'énergie. C'est quoi le mot d'ordre? La sobriété énergétique. Voilà, la sobriété énergétique. Moi, en général, je rallume que le chauffage que vers mi-octobre, début novembre. À chaque fois, mon objectif, c'est début novembre. Mais je craque avant, parce que bah j'habite dans le nord, quoi. Enfin, dans l'est. Après ce bavardage, on va peut-être parler de livres, hein, parce que c'est quand même un point lecture. Ça aurait presque pu être un point lecture de la rentrée, parce que je vais vous parler de 3 romans de la rentrée littéraire, et un roman qui n'en est pas. Et on va commencer par celui-ci, d'ailleurs. Ça s'appelle Plus de likes que d'amour de Dorian Masson. C'est publié chez l'Iconopop, Iconoclaste. Chez l'Iconoclaste dans la collection L'Iconopop. C'est donc un recueil de poésie, ce n'est pas le premier que je vous présente, mais j'ai dû vous en présenter presque une dizaine, ou c'est peut-être le 10e d'ailleurs. C'est un jeune homme de 29 ans, car il est né en 93. Ah bah il va avoir 30 ans l'année prochaine, oui c'est ça, 29 ans, bravo Floris, tu sais compter. Qui a obtenu à 23 ans un prix d'ailleurs, le prix de la Fondation France Télévisions pour son documentaire Je suis courcouronné. Je suis courcouronné. Je ne le connais pas du tout, je sais qu'il a un compte Instagram, et c'est un peu le propos de ce recueil de poésie, c'est un peu le j'ai vraiment beaucoup de mal à parler. Et c'est un peu le propos de ce recueil de poésie, et c'est un peu le propos de ce recueil de poésie, car il s'appelle Plus de likes que d'amour, et il va être question de notre rapport à l'amour, de notre rapport aux réseaux sociaux. Vous en conclurez donc que c'est très contemporain. Par exemple, regardez, il y a des pages qui sont carrément des pages Instagram avec des petites citations. Vous savez, ces petites citations qui sont souvent très motivantes, très inspirantes. Alors là, il les détourne totalement parce que c'est des phrases un peu plus trash, un peu plus cash. Il n'y a que la vérité qui blesse. Alors on ment, putain, qu'est-ce qu'on ment? Et j'ai beaucoup aimé ces petites fausses citations motivantes ou inspirantes. Il y a des regards qu'on attrape qu'on ne voudrait jamais rendre. Il y en a d'autres qui sont un peu plus jolis. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai acheté à Paris, parce que je suis allé à Paris hier. Et je l'ai lu dans le train au retour. Vous savez, hein, ça fait 100 pages. C'est une petite trentaine de minutes, 3/4 d'heure. Tout dépend de la vitesse à laquelle on lit et on intègre les poèmes. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment... Autant des fois, quand tu lis un recueil de poèmes, tu passes à côté de plusieurs poèmes. Je pense que j'ai pris plaisir à lire chacun de ces poèmes, car ils sont tous très intéressants et en même temps très accessibles. C'est vraiment une poésie qui est super simple d'accès, un peu malicieuse, un peu piquante. C'est pas le recueil qui te donne vraiment envie d'aimer ou qui te donne une bonne image de l'amour. En tout cas, lui, comment il la vit, elle est souvent synonyme de colère, souvent synonyme de mésentente, de voilà, sans jamais verser dans la violence ou quoi que ce soit. Je pense pas que ça va plaire à tout le monde, car on est vraiment dans quelque chose de très contemporain, voire jeune, entre guillemets, hein. Je mets des guillemets à jeune, mais voilà, c'est sûr, je fais lire ça à ma mère, elle en aura strictement rien à faire et elle sera pas du tout touchée. Même certains de mes amis de mon âge, ça va pas les toucher, c'est sûr et certain. Moi, c'est quelque chose qui me plaît parce que bah voilà, c'est aussi une grande partie maintenant de ma vie, les réseaux sociaux. Je passe beaucoup de temps sur Instagram, YouTube, que ce soit pour le compte Instagram ou pour enfin le compte Flowfly ou alors pour ma vie personnelle. Donc ce rapport à comment parler d'amour aussi sur les réseaux, comment échanger autour de l'amour, c'est quelque chose qui est abordé et qui m'a beaucoup plu. Donc si la poésie vous intéresse, si vous faites comme moi la collection des petits iconopop, ne passez pas à côté. À savoir que ça coûte toujours horriblement cher, hein. Ce petit bouquin que j'ai lu en 3/4 d'heure, je l'ai payé 13 € et j'ai vu qu'il y avait Dominique A, le chanteur, je ne sais pas si vous connaissez le chanteur Dominique A, qui a publié également un recueil qui lui est même à 14 €. Alors il est un peu plus épais que d'habitude chez les iconopop, mais voilà. Mais n'empêche, je me réjouis d'avance de le mettre dans ma collection et que ce soit très beau. Ensuite, j'ai également lu, je vous en ai parlé sur Instagram au format numérique, Zizi Cabane de Bérangère ou Béatrice Cornu. Ah, je sais que je me suis planté dans ma vidéo que j'ai dit le mauvais prénom et je ne sais toujours pas. Bref, ça sera écrit, je vous le réécrirai. Béatrice ou Bérangère Cornu, un des deux, peut-être Bérangère. C'est un roman qui est publié à dans la maison d'édition Le Tripode. C'est une maison d'édition que je ne lis que trop peu
Et je pense m'y tourner un peu plus car je sais qu'ils ont quand même une publication qui est assez éclectique, que ce soit de l'imaginaire ou non d'ailleurs, ils publient un peu des deux et ça a l'air super chouette leur publication, donc je vais m'y pencher. En tout cas là à ce moment j'ai lu celui-ci et je suis en train de lire un nouveau roman du Tripod qui sont les jardins statuaires de Jacques Abeille. Zizi Cabane, c'est l'histoire d'une famille qui habite alors à la montagne, je sais plus si c'est cité précisément quel endroit de France à la montagne, en tout cas voilà. J'ai eu cette image d'une vallée. Genre vraiment, je me suis cru dans Heidi dès le début parce que c'est très très bien décrit. Et j'imaginais cette grande vallée avec ses maisons, ses chalets, ses petits jardins, ses petits ruisseaux. La nature a une très grande place dans le roman. Bref, tout ça pour dire qu'ils habitent dans une vallée. Et très jeune, la mère de cette famille va décéder, donc on va suivre le quotidien du père et de 3 enfants qui vont être accompagnés par des personnes de la famille. Donc un grand-père qu'on ne connaissait pas qui débarque au moment de la mort de la mère, une tante, une grande tante, je sais plus. Enfin voilà. Un petit noyau qui se construit autour des 3 enfants, donc Zizi Cabane, qui est la petite fille, et ses 2 grands frères, qui ont également des surnoms mais dont je ne me rappelle plus. Et on va les suivre petit à petit dans cette démarche de deuil, qui en fait, j'ai pas tout de suite compris que ça allait être un roman sur le deuil, et c'est ça que je trouve encore plus beau, et c'est ça qui m'a touché, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, on va juste suivre cette famille dans son quotidien après la mort de la mère, qui en fait, au début, on sait même pas vraiment si c'est une mort ou si c'est une disparition, si elle a décidé de partir, d'aller ailleurs, de refaire sa vie. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas vraiment de choses dites, il n'y a pas vraiment d'apesantissement, non ça ne se dit pas, on ne s'apesantit pas vraiment sur les mots et sur la réalité, on est dans un espèce de bercement un peu trouble tout au long du roman. Et pour autant il y a aussi des repères un peu spatio-temporels, genre on va à l'école, on va à l'hôpital, on tombe, on se fait mal, enfin voilà, c'est pas juste un gros gloubi-boulga, la bouffe de Casimir, enfin voilà, il y a quand même quelques réalités tangibles, mais il y a quand même une ambiance qui ressort de ce roman qui est très très belle, très très douce et poétique. C'est vraiment un texte qui est à mi-chemin entre, je vous dis, la fable, le conte, l'histoire de famille avec des secrets. C'est aussi un texte qui est à mi-chemin entre la poésie et la prose, entre le vers et la prose. Parce qu'il y a des passages où la mère parle, la mère prend la parole avec des vers, de la poésie. On la voit entre plusieurs chapitres, elle revient, même si elle n'est plus là, même si elle a disparu, elle souffle un peu son aura sur la maison, elle souffle son aura sur la famille. Et donc cette famille vit dans une maison qui, du jour au lendemain, quand la mère meurt, se rebelle un peu contre, se retourne contre eux, la maison commence à sointer, il y a de l'eau qui sort de nulle part et le père rentre dans une espèce de folie à essayer de trouver l'eau, à essayer de dompter l'eau dans cette maison, jusqu'à un point où on ne peut plus vivre, la maison n'est plus habitable, donc on déménage, on va ailleurs. Et voilà, on suit ce combat un peu de la famille contre la maison, on suit aussi le combat contre le deuil, contre l'oubli. Zizi Cabane qui n'a pas vraiment connu sa mère car elle est décédée quand elle était encore jeune. C'est petit à petit des mots sont mis chapitre après chapitre et c'est pour ça que je vous dis que dès le début j'avais pas forcément compris que ça allait être un roman sur le deuil car c'est un roman qu'il faut prendre vraiment chapitre après chapitre, page après page, mot après mot. On se dit ah d'accord, ah oui, ok, c'est là qu'on nous emmène. Et on suit le chemin tout en se laissant porter par cette poésie, par cette mère Odile qui nous hante un peu comme elle hante les personnages du roman, elle hante ses enfants, elle hante le père, on suit chacun des personnages, on n'est pas uniquement sur la petite fille Zizi Cabane, chaque personnage a son importance, chaque personnage a sa petite histoire à nous raconter, à nous dévoiler. C'est un roman qui était tout en poésie et en douceur. J'ai eu vraiment l'impression d'être dans un cocon de bienveillance. Je l'ai lu en une journée car je ne voulais pas sortir. C'était vraiment le truc réconfort. Le roman, c'est un plaid dans lequel on a envie de s'enrouler et de se blottir et de s'endormir. Bref, c'était une excellente lecture du Tripod de Bérangère ou Béatrice Cournu, comme vous voulez et comme elle le veut. C'est vraiment horrible. Je suis méchant, parce que c'est quand même son prénom, cette pauvre dame, mais je n'arrive pas à le retenir. Zizi Cabane, je vous le recommande grandement. Et en fait, je me rends compte que les 4 bouquins là dont je vais vous parler, je vous les recommande parce que je les ai tous les 4 beaucoup aimés. Maintenant, je vais tenter. Ça va être compliqué. Ah non, je crois qu'il faut que je me mette de l'autre côté. J'ai déjà dû mettre le couverture ici. Je vais tenter de vous parler de Vers le paradis de Anya Yanagihara aux éditions Grasset, publié à la rentrée littéraire. Je vous ai déjà parlé, ou peut-être pas sur YouTube aussi probablement. Si, dans une vidéo j'ai dû en parler, en tout cas sur Instagram, mais parce que je l'ai lu avant d'avoir ma chaîne. Pas vers le paradis, Une vie comme les autres, de cette même autrice, que j'ai beaucoup aimé, qui fait partie de mes romans préférés, je pense. C'est un roman dans lequel on va suivre le destin de 4 amis à New York, une bande d'amis, quoi, avec un acteur, un architecte, un artiste, un avocat. Bref, c'est un roman qui parle de maladie, d'amitié, d'homosexualité, dans le New York
contemporain mais en même temps un peu plus vieux aussi. Enfin, j'avais adoré, c'était très beau, très triste. C'est sur 1100 pages, il faut avoir les sens bien accrochés, il faut avoir l'esprit bien accroché, il faut pas avoir peur de pleurer quand on lit ce bouquin. Donc tout naturellement, comme je vous l'ai dit, hein, ça fait partie maintenant de mes romans préférés. Quand j'ai vu qu'elle sortait, enfin que son nouveau roman allait être traduit, je me suis jeté dessus en librairie. C'est encore une fois une belle bricasse de 800 pages qui ne se lisent pas toutes seules, hein, car c'est vraiment pas écrit très très gros à l'intérieur. C'est 800 pages, tu les sens passer. Ça me faisait un peu peur parce que je suis pas le genre de personne qui lit des gros romans en général. Je me contente pas des petits romans parce que voilà, je vais jusqu'à 500, 600 pages. C'est vrai que les grosses bricages, j'ai du mal parce que si je passe trop longtemps sur un bouquin, si je reste plus d'une semaine sur le même livre, je me lasse et j'ai du mal à y retourner. La chose en est que celui-ci j'ai commencé à le lire le 9 septembre et j'ai terminé là, on est le 25 septembre, donc ça fait 25-29, 2 semaines. J'ai presque mis 2 semaines à le lire, en même temps j'ai pas eu trop le temps de lire, mais voilà. Et je ne me suis pas lassé. Donc déjà c'est un bon point, c'est que malgré sa taille, malgré son épaisseur, malgré sa densité, je ne me suis pas lassé et j'ai réussi à aller au bout avec plaisir et à prendre le temps. Car c'est un roman qu'il faut vraiment savourer petit à petit, qu'il faut prendre au gré de ce que l'autrice veut bien nous dire et nous donner, nous dévoiler. On va être avec 3 romans totalement indépendants. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de vous en faire un résumé, parce qu'il faudrait que je vous en fasse 3. C'est vraiment 3 livres que vous pouvez lire de façon totalement indépendante. Donc ce n'est pas un recueil de nouvelles, car ce sont quand même des livres assez conséquents. Le premier roman, 208 pages. Le second livre en fait 210. Et donc le dernier en fait 400. Le découpage n'est pas du tout égal. Je pense que c'est... Je sais pas si c'est une volonté, si c'est quelque chose... Enfin voilà, on est avec 3 livres, 2 de 200 et un de 400 pages. Et on va suivre la vie d'une maison dans New York à 3 époques différentes. Donc ça va être une grosse bâtisse qui s'appelle Washington Square, et on va suivre la vie des gens qui habitent cette maison en 1893, en 1993, puis en 2093. En 1893, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est dans une société aux États-Unis qui est totalement différente que la société qu'on connaît. Les États-Unis sont coupés en 4 ou 5 États. En gros, la guerre de sécession ne s'est pas terminée par l'Union comme nous on l'a connue, mais il y a bien eu sécession entre le Nord et le Sud, les colonies du Nord, les colonies du Sud. Donc il y a les États, je sais plus les noms exactement, mais les États libres, les États du Sud. Il y a l'Ouest qui est aussi totalement indépendante, les territoires du Nord qui le sont. Enfin, les États-Unis sont morcelés en 4 États, mais les États du Nord, parce que nous ça se passe à New York, donc ceux qui étaient anti-esclavage lors de la guerre de sécession, reste quand même la partie des États-Unis la plus progressiste et dans laquelle l'homosexualité est totalement acceptée, même si nous sommes en 1893. Il est totalement normal pour 2 hommes de s'aimer, de vivre ensemble, de se marier, d'avoir des enfants. Et en fait, cette nouvelle société, on ne la connaît pas, elle nous est dictée à travers les pages, on la voit venir à travers la vie des personnages. Cette nouvelle façon d'appréhender les États-Unis arrive petit à petit. Donc c'est autant un roman d'amour, parce qu'on va suivre en fait le destin d'un homme qui a une quarantaine d'années, non même pas, une vingtaine d'années, qui fait partie d'une famille riche et qui doit se marier, on doit le marier, car même si l'homosexualité est acceptée, on est toujours autant des mariages arrangés. Et donc on est vraiment dans ce roman, moi ça m'a fait beaucoup penser, je l'ai noté à Belgravia, Downton Abbey, ces romans de cours, alors je sais pas si on peut parler de romans victoriens ou de romans gothiques, mais on est vraiment dans cette écriture du sentiment, dans cette écriture de l'amour, l'amour forcé, l'amour arrangé, l'amour qui nous complaît, l'amour qui nous plaît. Et elle arrive très bien à retranscrire ce genre de roman, cette époque, enfin non, ce genre de roman qui moi ne me plaît absolument pas du tout d'habitude. C'est vrai que je suis pas vraiment friand de la littérature victorienne ou gothique. Elle arrive à le faire, et je pense aussi que c'est parce qu'il y a ce petit plus Périglioni qui est le fait que les États-Unis ne sont pas les États-Unis qu'on connaît, et donc petit à petit on essaye d'en découvrir un peu plus sur cette nouvelle société. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que dans ce roman, l'homosexualité est totalement détachée de la notion de virilité. Il n'est pas question d'être, parce que tu es plus féminin, tu es homosexuel. Vous voyez toute cette notion qu'on peut avoir, qui subsiste encore aujourd'hui malheureusement, de homosexualité égale féminité, ou hétérosexualité égale virilité chez les hommes. Enfin voilà, il n'y a pas des hommes plus virils parce qu'ils sont hétéros, ou moins virils parce qu'ils sont homosexualité. Cette question de la masculinité toxique aussi n'est pas vraiment abordée, ce sujet n'est pas vraiment abordé. C'est juste qu'en filigrane de notre lecture, on s'en rend compte. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier livre, et franchement, je me vois pas faire autrement que de vous parler des 3 livres les uns après les autres, parce que ils sont tous les 3 totalement différents. Le deuxième est celui qui m'a le moins plu, alors qu'il avait tout pour me plaire, car on nous parle du sida dedans. Dans le résumé en tout cas, on nous parle du sida. Et on va vivre la dernière soirée d'un homme qui s'est condamné par le sida, et qui
décide de ne pas aller jusqu'au bout de sa vie, de ne pas aller au bout de sa peine et de recourir à un suicide assisté en Suisse. Donc du coup, on est dans cette grande demeure, toujours avec des homosexuels d'ailleurs. Cet homme va faire ses adieux à ses amis. Je pensais que tout le roman allait être là-dessus, les 200 pages sur cette dernière soirée, alors qu'en fait pas du tout. On se rend compte que très vite qu'on va totalement bifurquer sur autre chose, donc ça permet de traiter un peu cette question du sida et cette question des adieux, des hommes qui meurent les uns après les autres, des amis, des cercles d'amis qui se trouvent totalement décimés à cause de l'épidémie de sida, donc c'était à ce point-là très intéressant, mais en même temps très émouvant, mais c'est quelque chose que j'avais déjà lu sur un nombre de pages un peu plus important, donc ça m'a pas vraiment touché outre mesure. Et après, en fait, un des personnages de ce livre, de ce roman, est hawaïen, donc il vient de l'île d'Hawaï, et donc il va y avoir quand même toute une partie du livre. Je pense que sur les 200 pages, en gros, on est 50 pages sur cette soirée du sida, et les 150 autres pages se passent à Hawaï. Donc c'est quand même une part importante du roman, enfin de ce livre 2, qui est plutôt concentré sur Hawaï. Et donc il va surtout être question dans ce livre d'une relation père-fils, donc des relations filiales. On va apprendre un peu l'histoire d'Hawaï. C'est une île que je ne connais pas du tout, l'histoire d'Hawaï, je ne la connais pas, donc on va apprendre qu'il y a... Enfin, j'ai découvert qu'il y avait un royaume à Hawaï avec des rois avant que ça devienne un État, avant que ce soit pas annexé, mais que ça fasse partie des États-Unis. Maintenant c'est un État américain, mais avant c'était un royaume. Et il va être surtout question dans ce roman d'asservissement, d'enrôlement, parce qu'il va y avoir le camp des nationalistes hawaïens et le camp des pro-américains en gros. Et ça va être donc une question de est-ce que je suis un vrai hawaïen? Et plus loin que est-ce que je suis un vrai hawaïen, ça va être cette question de est-ce que je suis un vrai quelque chose? On va nous poser des questions sur à quel point on est capable de s'engager, à quel point on est capable de servir une cause, à quel moment se passe le basculement entre la raison et la déraison dans la cause que l'on défend. Est-ce qu'on peut défendre une cause tout en restant soi-même, sans jamais déraper et aller faire quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire ou qui est immoral ou qui n'est pas accepté par la loi, enfin voilà. Donc j'ai bien apprécié ces questions. En fait, ce deuxième roman m'a fait poser beaucoup plus de questions, m'a tenu éveillé, je veux dire moralement peut-être, mais les personnages et l'histoire ne m'ont pas convaincu parce que je vous dis, on est un peu dans ce micmac entre Hawaï et en même temps les années SIDA. Ça n'allait pas trop ensemble. J'ai trouvé ce deuxième livre un peu plus bancal, mais pour autant très intéressant au niveau des questions que je me suis posées. Le troisième roman, qui est le plus long, donc qui fait 400 pages, lui, est un roman sur... c'est un roman, en gros, on est dans un livre totalement post-apocalyptique. Les pandémies se succèdent les unes après les autres. Donc c'est quand même très anxiogène, surtout à lire 2 ans après la pandémie du Covid, parce que ça va être vraiment ces pandémies, ces maladies, ces virus toujours plus nombreux, toujours plus forts, toujours plus durs, qui va carrément dicter la loi, qui va instaurer une dictature sanitaire aux États-Unis, un régime très autoritaire. Et donc on va être encore dans cette question de défendre une cause et de jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux me noyer dans cette cause que je défends. Et c'est un peu le cas des trois romans, parce que dans le premier on nous parle de mariage arrangé. En fait le personnage principal ne veut pas se marier avec la personne qu'il veut, donc jusqu'à quel point il va réussir à aller contre sa famille, jusqu'où il est prêt à aller pour sa propre vie. Dans la deuxième, ça va être plutôt une question de nationalisme hawaïen et de religion. Et là, dans la troisième, ça va être jusqu'où je laisse l'État prendre le pouvoir sur moi. Jusqu'à quel moment je suis capable de ne pas me rebeller. La collaboration commence, s'arrête où? J'ai lu quelques critiques là sur internet avant d'en parler parce que je savais pas vraiment comment aborder ce bouquin, étant donné que les 3 romans sont très différents. Et j'ai lu dans ces critiques des gens qui disaient « Je ne vois pas où l'autrice veut en venir, les romans sont totalement indépendants ». Donc c'est vrai, outre le fait que ça se passe plus ou moins au même endroit, en tout cas qu'il y a cette bâtisse de Washington Square à New York qui revient dans les 3 romans, et donc j'y ai réfléchi, et j'avais pris des notes entre chaque livre, vous voyez, au moyen de petits post-it, et je vais essayer de faire ça plus souvent, parce que là ça m'a permis vachement de construire ma pensée peut-être plus facilement. Entre chaque livre, j'avais pris des notes de mots-clés, de ce que j'avais retenu de ma lecture, etc. Et en relisant les 3 post-it, mais je me suis dit, mais si, en fait, il y a carrément un point, peut-être que c'est pas évident, quand on lit les 3 bouquins d'affilée, et qu'on lit le tout dans la globalité, de voir les connivences entre les histoires, mais en fait, les 3 romans, les 3 livres vraiment se répondent sur des questions qu'on peut se poser, qu'on peut être amené à se poser. Effectivement, les 3 histoires sont totalement différentes et n'ont pas forcément de rapport, les personnages n'ont aucun rapport entre eux, mais c'est des thèmes qui sont abordés, donc cette question d'homosexualité, de virilité, elle revient tout au long des 3 romans d'ailleurs, en filigrane, et aussi cette question, je vous dis, de l'asservissement, de l'enrôlement dans une cause qui, pour moi, m'a beaucoup plu. Donc c'est vraiment un roman qui est très intriguant et très intéressant, de par sa construction. Faut juste prendre le temps
de le lire et ne pas le rusher parce que je vous dis, peut-être que si on lit trop vite, on passe à côté de ces ping-pong entre les bouquins et de ces résonances entre chacun. Mais j'ai moins aimé qu'Une vie comme les autres, mais j'ai quand même passé un très bon moment. J'espère que c'était assez clair cette explication et je m'en excuse, mais j'appréhendais vraiment d'en parler car je savais pas vraiment comment le faire. Finalement, j'ai lu tout dernièrement, je l'ai fini ce matin, Les enfants endormis d'Anthony Passeron aux éditions Globe. Globe peut-être, je sais plus, je l'écrirai. Les enfants endormis d'Anthony Passeron est un roman qui se passe dans les années 80, 1982. Premier cas de sida en France. À l'époque, on ne sait pas que c'est le sida. Premier malade qui arrive à l'hôpital à cause de immunodéficience, de maladies répétées, du syndrome de Kaposi, je crois que c'est ça le nom, enfin bref. En fait, ça, l'auteur nous raconte, Anthony Passeron, la vie de sa famille dans l'arrière-pays niçois, une campagne qui s'embourgeoise un peu dans le sens où les commerces arrivent dans cette campagne. La famille de Anthony Passeron achète une boucherie et arrive à s'élever socialement et économiquement grâce à cette boucherie. Ça devient le cœur du village, de la rue commerçante, on s'y arrête tous les jours et la famille arrive à s'enrichir. Et donc on va alterner chapitre après chapitre, des chapitres très documentaires, qui ne sont pas du tout de la fiction, mais qui sont vraiment du document sur comment la recherche en France s'est articulée pour réussir à mettre un nom sur, enfin, à découvrir ce que sont tous ces nouveaux malades, mettre un nom sur le sida, trouver comment, à défaut de pouvoir l'arrêter car on n'y arrive pas, le ralentir, améliorer la vie des patients, le traitement des patients. Donc voilà, on va couvrir la période 82, les premiers cas, jusque 94 ou peut-être 96. Et d'un autre côté, on va suivre la famille d'Anthony Passeron, donc, qui lui va raconter la vie de son père, de son oncle et de ses grands-parents, car dans ce bassin niçois du sud-est de la France, pas que Nice, hein, d'ailleurs, toute la Provence-Alpes-Côte d'Azur est touchée, Marseille également, surtout d'ailleurs, il y a un trafic de drogue très important, notamment d'héroïne, et donc cette région qui est très propice à la consommation d'héroïne est également un bassin pour le sida, car à travers les piqûres, à travers les seringues, on peut se refiler le virus. Et j'ai trouvé ça super intéressant, cette alternance entre le roman social, sociétal de la famille qui voilà, on la suit. Alors on est dans un petit village, on doit pas, quand l'oncle donc de Anthony Passeron, Désiré, commence à se droguer, au début en fait il est pas malade, il commence juste à se droguer, mais on doit pas dire qu'il se drogue. Les gens le voient bien, en fait on retrouve dans les villages des enfants, des ados même plutôt, endormis parce qu'ils font des overdoses ou parce que ils sont en plein trip d'héroïne. Donc petit à petit, on voit la destruction de cette famille à cause de l'oncle, à cause de cette prise de drogue, et sans que ce soit voyeur. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que le roman n'est jamais voyeur. L'auteur arrive à parler de sa famille, à parler des siens, mais c'est aussi parce que c'est une histoire qu'il a eu du mal à obtenir auprès de sa famille, parce que c'est encore une histoire taboue, de laquelle on ne parle pas. On lui a jamais vraiment parlé de son oncle jusqu'à ce qu'il pose des questions pour écrire le livre. Et justement, c'est ça qui l'a poussé à poser des questions, c'est parce que il voyait bien qu'il y avait une omerta autour de ça. Et donc j'ai adoré ce roman sur la famille, qui n'est pas voyeur et qui reste pudique, qui nous montre les relations qui se jouent dans un petit village. On ne doit pas dire qu'il se drogue. Après, on arrive à mettre un nom sur la maladie. On sait qu'il a chopé le sida parce que voilà, on est dans la fin des années 80, début des années 90. Ça commence à se savoir, c'est le cancer gay. Mais alors, l'opprobre sur la famille, parce que le mec se drogue déjà de 1, donc ça c'est déjà très mal vu dans ce petit village qui vit presque en vase clos, et en plus il chope la maladie des homosexuels, le cancer gay, il chope le sida. Donc on ne dit rien, on va qu'à l'hôpital un peu en secret pour se faire consulter, on va jusqu'à Nice parce que faut pas que les médecins du coin le sachent. Toute la partie sur la famille, je vous dis, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, était super intéressante et très touchante, j'en ai pleuré à la fin. Il y a le livre qui est découpé en 2 parties, mais la toute fin, les 30 derniers pourcents, est concentré sur un membre de la famille de l'auteur qui est très 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 touchante parce que c'est quand même une frange de la population qu'on ne parle pas souvent quand il est question du sida, que ce soit les héroïnomanes ou les enfants. Et après, par la suite du roman, on nous parle d'enfants et donc c'est très dur de voir des enfants touchés par le sida. Et la partie plus documentaire sur cette recherche, et tant la partie sur la famille est très émouvante et très touchante, tant la partie sur la documentaire sur la recherche contre le sida est révoltante parce qu'on voit à quel point il y a des chercheurs, des jeunes chercheurs, c'est ce qui est très appuyé dans le roman, c'est que ce sont souvent des jeunes qui se sont engagés dans cette recherche médicale. Donc ces jeunes docteurs, ces jeunes chercheurs
se sont retrouvés face à des portes fermées tout le temps. Que ce soit leurs supérieurs hiérarchiques dans les hôpitaux, dans les ministères, les politiques, les laboratoires aussi qui parfois ne voulaient pas donner les bonnes molécules, etc. Et même entre eux, il y avait des Américains qui faisaient des recherches, il y avait des Français qui faisaient des recherches, et les Américains brevetaient ce qu'ils trouvaient pour ne pas donner l'avantage aux Français, alors que quand les Français, par exemple, ont trouvé deux fois quelques avancées dans ces recherches sur le sida, ils les ont communiquées aux Américains, mais par guerre d'ego, ces médecins américains ne voulaient pas utiliser le matériel apporté par les Français, la recherche faite par les Français, car ça ne venait pas de lui, et il attendait 1 an avant de promulguer un peu arrangé à sa sauce ce qu'on avait trouvé en France 1 an plus tôt. Et comme le médecin américain avait beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus d'aura que le médecin français, mais en fait, toutes les recherches avaient parfois 1 an de décalage entre la trouvaille et la promulgation, parce que ce médecin américain faisait de la rétention d'informations pour que ça vienne de lui, son propre ego. Enfin voilà, c'était révoltant, c'était horrible, et en même temps c'était la réalité. Et donc j'ai trouvé ce premier roman, car c'est un premier roman, l'auteur est assez jeune, je crois qu'il a à peine une trentaine d'années, magnifique et très très fort, très très important, pour montrer que, même si maintenant on le sait très très bien, le sida ce n'est pas uniquement les homosexuels, on parle aussi du sida en Afrique, ce qui est quelque chose qu'on ne voit pas souvent en littérature, ou alors c'est moi qui me suis pas tourné vers les bons livres, et je m'en suis rendu un peu compte là parce que, même si j'ai lu quand même quelques trucs, je me suis intéressé sur le sida en France, j'ai beaucoup plus lu sur le sida aux États-Unis, et donc c'était très intéressant de lire sur le sida en France et les premières années du sida, dans un registre beaucoup plus léger, mais aussi important. Je peux vous reconseiller, je crois que j'en avais parlé sur la chaîne, mais je suis pas sûr, le cas zéro de Sarah Baruch, qui est en gros plutôt un thriller médical, un roman, pas d'aventure, mais quelque chose de plus léger, mais qui parle aussi de ses premiers cas à Paris, avec un médecin de la Pitié-Salpêtrière. Donc je pense que quand même ce roman-là, de Anthony Passeron, est ma meilleure lecture de la rentrée à ce jour, avec Zizi Cabane qui était également très intéressant. Mais en tout cas, globalement, les 4 romans dont je vous ai parlé ici, si vous avez l'occasion de les trouver en bibliothèque ou en médiathèque, prenez-les et lisez-les parce qu'ils sont géniaux. En tout cas, je pense que cette vidéo est maintenant trop longue, donc si elle vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de discuter, vous pouvez commenter. Si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager. S'il n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes. Et